Il y a des métiers qui relèvent de la passion et il y a des hommes qui choisissent de faire de cette passion un engagement pour la vie. Dr Diatta, un agroforestier, un mot qui, pour lui, ne se résume pas à une discipline scientifique. C'est un mode de vie, une vision, une promesse faite à la terre et aux générations futures. Il a choisi de faire dialoguer les armes et les cultures, l'environnement et l'agriculture, la science et les savoirs locaux. Depuis son baccalauréat obtenu à Ziguinchor, il a parcouru un chemin exemplaire, licence, master, doctorat. Mais au-delà des titres, c'est dans le partage qu'il trouve sa force. Enseignant, formateur, encadrant, il a accompagné de nombreux jeunes dans leur quête de sens et de savoir. Il a également produit une science utile, une science ancrée dans nos réalités, avec 19 publications scientifiques dans les domaines de la foresterie, de l'écologie et de la fertilité des sols. Il travaille à faire l'agroforesterie une solution concrète pour un développement durable, respectueux de nos écosystèmes. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de cette terre que chérit tant, de ces arbres qu'il protège et de cette agriculture qu'il rêve plus juste, plus humaine, plus vivante et plus souveraine. Accueillons avec fierté et respect un agroforestier de conviction, un bâtisseur d'avenir. Dr Diatta, vous l'êtes. Merci, donc nous allons remettre la parole à Dr Diatta. Maintenant, je m'en vais présenter un peu ce que j'ai préparé avec le docteur Diaby. C'est moi, pour préciser, je suis à l'ISEP, à l'Institut supérieur d'enseignement professionnel du Ghana, où je dispense des cours dans le domaine de l'écologie, tout ce qui est compacté des sols, tout ce qui est comme agroforesterie. Donc, Diaby, c'est mon collègue à Sanset. Moi, je suis chercheur à Sanset, où je suis affilié à un laboratoire de recherche en agroforesterie et en écologie. Donc voilà, cette production scientifique a été faite par le Dr Diaby et moi-même qui suis là. C'est bon? Je crois que je vais me mettre là pour plus de visibilité. Donc dans cette présentation, il s'agira de définir un peu les stratégies nationales opérationnelles d'intégration de l'agroforesterie dans les politiques agricoles pour contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cette actualité, surtout la souveraineté alimentaire, cette actualité, et je crois que la contribution de chacun d'entre nous est importante pour au moins atteindre cette souveraineté alimentaire. Des fois, on dit que c'est en tout cas quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, mais je crois qu'avec l'engagement des uns et des autres, on pourra au moins atteindre cette souveraineté. Donc, pour rappeler que la dégradation des ressources naturelles révèle un caractère qui est complexe, où se mêle en tout cas tout ce qui est comme contraintes naturelles, à savoir les changements climatiques, donc les sécheresses, et aussi à travers tout ce qui est comme les actions anthropiques qui ont contribué en tout cas à la dégradation de ces ressources naturelles. Il faut noter que l'explosion démographique dans la plupart des pays du Sahel accentue en tout cas les prélèvements des ressources naturelles. Donc ici, ces ressources, il faut noter les ressources forestières qui sont en tout cas une source importante pour les populations rurales parce qu'ils tirent en tout cas tout ce qui est comme fruits, tout ce qui est comme bois par rapport à ces ressources forestières. Maintenant, face à ces défis croissants, de la dégradation des terres, de l'insécurité alimentaire et du changement climatique, beaucoup de pays du Sahel s'appuient sur des partenaires techniques, mais aussi financiers et qui ont initié en tout cas des projets et des programmes pour lutter contre la désertification. En effet, les priorités ainsi identifiées sur la reconstruction du capital forestier perdu par le temps. Allez-y, c'est bon? Voilà, donc au Sénégal, l'agroforesterie représente une voie stratégique de transition agroécologique. Et cependant, malgré des expériences qui sont en cours avec tout ce qui est comme régénération naturelle assistée, mais aussi avec certaines technologies agroforestières qui sont en cours aussi, sont en expansion et qui restent et qui sont freinées par plusieurs obstacles structurels. Donc ça, on va essayer de mettre ensemble au niveau des différentes parties. Maintenant, le Sénégal s'est engagé dans des réformes politiques et institutionnelles pour améliorer les prises de décision concernant la gestion des ressources
naturelles à travers la mise en place des codes forestiers, des codes de l'environnement et tout ce qui est comme code de la foresterie, à travers une plus grande responsabilité des populations. Ainsi, quelques stratégies nationales opérationnelles d'intégration de l'agroforesterie dans les politiques agricoles seront définies afin de contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire du Sénégal. Maintenant, cette présentation sera axée sur ces différents objectifs que je m'avais partagé avec vous. Donc, il s'agira tout d'abord de faire l'état des lieux de ces différentes pratiques agroforestières au Sénégal de l'indépendance à nos jours. C'est bon? À la suite de ça, nous allons essayer d'identifier un peu les contraintes ainsi que les opportunités qui sont liées à l'expansion de l'agroforesterie. Nous allons essayer d'élaborer des recommandations stratégiques pour l'intégration de l'agroforesterie dans les politiques agricoles, forestières et environnementales, et enfin proposer des mécanismes de financement, d'incitation et de suivi et évaluation. C'est bon? Maintenant, par rapport à l'état de cette pratique agroforestière, donc il faut noter que la pratique agroforestière a été là depuis des années, a été développée en tout cas par des producteurs depuis en tout cas des années. Donc il faut noter que des années 60 et des années 80, nous notons ces pratiques, mais qui étaient beaucoup plus traditionnelles. Donc les agriculteurs pratiquaient l'agroforesterie, mais de manière traditionnelle. Donc ce qui fait que l'agroforesterie n'était pas une priorité en tout cas pour ce qui est de la politique de l'État. Donc elle reste marginalisée par l'agriculture intensive. Maintenant, c'est à partir de 1980 et en 2000 où on a en tout cas des projets pilotes. Donc c'était des projets tests où certaines structures font des tests pour essayer de voir un peu comment peut-on intégrer ou bien prendre en compte certains aspects de l'art pour au moins améliorer la productivité. Parce que l'année 80 aussi, il y avait la sécheresse. Donc il serait intéressant de prendre en compte cette dégradation-là et de pouvoir soutenir en tout cas la souveraineté alimentaire. Donc ce qui fait qu'il y aura une introduction de techniques agroforestières modernes, comme tout ce qui est comme élevis, brisement, mais aussi les reboisements villageois. Ça c'était en tout cas les années 80 et 2000. Maintenant, de 2000 en 2015, il y a ce qu'on appelle une institutionnalisation progressive. Donc ce qui fait qu'il y a déjà des structures qui se sont installées et qui ont pris en tout cas cette pratique agroforestière comme une priorité. Donc il faut noter que par rapport à ces pratiques, il y a la régénération naturelle assistée qui a été en tout cas développée dans certaines localités. Donc ils ont introduit le fait de bien comme arme dans ces systèmes. Il y a certains étudiants qui l'ont énuméré ici. C'est un arbre d'importance capitale parce que ça a contribué à la fertilité des sols, ça permet de régénérer en tout cas de régénérer beaucoup de produits non forestiers et ça permet aussi de diversifier un peu la rentabilité des agriculteurs. Maintenant, ça permet aussi, il y a des politiques comme l'émergence des politiques de reforestation, tout ce qui est comme programme national de reboisement, il y a aussi la Grande Muraille verte. Donc qui est aussi un projet d'importance capitale qui a considéré l'arbre au cœur en tout cas de cette gestion des sols. Maintenant, de 2015 à nos jours, il y a ce qu'on appelle une phase de transition agro-écologique. Donc l'agroécologie, comme nous le connaissons tous, c'est une pratique qui respecte l'environnement. Et vous savez, l'environnement c'est tout ce que nous dépendons de l'environnement de façon globale et notre vie il dépend. Donc ce qui veut dire que si nous ne respectons pas l'environnement, donc ce qui veut dire qu'on risque en tout cas de subir les conséquences lourdes. Donc ce qui fait que cette pratique en tout cas est beaucoup plus développée maintenant à travers certaines pratiques. Mais pour cette optique de préservation naturelle assistée, donc il y a aussi la promotion de l'agroécologie. Maintenant, on va voir par rapport aux contraintes qui font que cette pratique agroforestière est en tout cas donc par rapport à ces contraintes, il faut noter les contraintes institutionnelles et politiques. Donc ce qui fait qu'il y a une absence de politique agroforestière dédiée et cohérente à l'échelle nationale. Il y a une faiblesse dans l'application des lois. Donc ici, ces non-applications de ces lois foncières et forestières constituent en tout cas une contrainte au niveau institutionnel.
il y a des contraintes foncières. Ça, c'est très capital. Hein? L'accès au foncier, qui est très limité, surtout aux jeunes, mais aussi aux femmes. Il y a aussi des conflits d'usage entre agriculteurs, forestiers et entre éleveurs. C'est des conflits qu'on note un peu partout au Sénégal. Il y a aussi des contraintes techniques. Hein? Il y a ce qu'on appelle les manques de formation pratique en agroforesterie chez les agriculteurs, mais aussi un accès limité aux innovations agroforestières qui sont adaptées aux zones de sécheresse, et aussi une faible disponibilité de semences, où je vais rejoindre mon collègue. Donc ici, on a en tout cas cette faible disponibilité de semences, donc ce qui fait qu'il faut en tout cas travailler dans ce sens-là. Le Sénégal, il est beaucoup en retard par rapport à la production de semences, et il faut prendre ces éléments-là au sérieux. Donc il y a aussi les contraintes économiques et financières. Donc quand je parle de contraintes économiques, c'est par rapport aux investissements. Donc si on veut développer des pratiques agroforestières, donc au début ça nécessite des moyens. Parce qu'il te faut des espèces, il te faut une clôture et il te faut aussi des semences. Donc ce qui fait que ça nécessite en tout cas tout ce qui est comme l'aspect financier. Il y a aussi ce qu'on appelle les faibles accès au crédit ou aux incitations économiques. Je vais revenir par rapport aux incitations économiques. Il y a ce qu'on appelle la rentabilité à long terme, donc qui n'est pas aussi visible par les producteurs. Parce que quand vous introduisez l'arbre dans un système, l'arbre va prendre du temps pour générer en tout cas une production. Donc ce qui fait que ce n'est pas aussi évident. Donc ce qui fait le temps que vous allez rester pour attendre, donc déjà ça sera un temps encore important. Il y a ce qu'on appelle les contenus sociaux culturels, où ici l'arbre est considéré comme un obstacle dans certains systèmes de culture. À certains cas, il voit l'arbre dans un champ, il dit que l'arbre ça constitue un obstacle. Et tel n'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle les verbalisations des savoirs endogènes. Parce que comme je l'avais dit au départ, l'agroforesterie était une pratique qui existait depuis si longtemps, mais les gens ne prennent pas en compte les différentes interpellations de ces paysans. Et ça peut en tout cas aider les praticiens à mieux comprendre, à mieux assurer cette gestion de pratiques agroforestières. Et à ce qu'on appelle le manque de sensibilisation ciblée des communautés. Donc il nous faut en tout cas pour faire comprendre à ces différentes communautés l'importance des arbres. Comme ça, ils pourront au moins adopter ces pratiques. Maintenant, il y a des contraintes, il y a des opportunités qui sont en tout cas nombreuses par rapport à l'expansion. Par rapport à ces opportunités, il y a des opportunités du point de vue environnemental, du point de vue économique, social, politique et du point de vue technologique. Du point de vue environnemental, l'adoption des pratiques agroforestières contribue au stock du carbone. Pourquoi? C'est les arbres qui contribuent à séquestrer le carbone du sol et ils permettent aussi de fertiliser le sol, ce qui est en tout cas un avantage pour certaines cultures, et ils permettent aussi d'améliorer la résilience des systèmes agricoles face à la sécheresse. Donc ça, c'est les avantages et les opportunités par rapport à cette pratique agroforestière. Du point de vue économique, l'agroforesterie consiste à diversifier un peu les sources de revenus. Parce que quand vous associez les cultures aux arbres, déjà vous aurez deux productions à faire. Il y a une production du point de vue sur les espèces, il y a une production sur les cultures, et vous diversifiez en tout cas votre source de revenus. Donc vous aurez en tout cas tout ce qui est comme bois d'énergie, bois d'œuvre, donc accès au financement, tout ça c'est des aspects qui sont économiques. Donc du point de vue social, ça constitue en tout cas un levier de revenus. Ça permet aussi une autonomisation au niveau des ménages et permet de diversifier les sources de revenus. Donc, du point de vue des politiques et des institutions, donc ici il faut reconnaître que l'agroforesterie est maintenant prise en compte dans des nouvelles politiques de l'État, comme le plan Sénégal émergent. Ils ont pris en compte l'aspect arbre comme un élément clair. Il y a aussi PRACAS, il y a aussi les stratégies nationales sur le climat et la biodiversité. Donc tous ces structures maintenant ont pris en compte l'arbre comme un élément clair. Et aussi il y a les séminaires de l'arbre qui sont tout le temps organisés. Maintenant par rapport aux opportunités technologiques, il y a différentes structures qui interviennent maintenant dans cette production d'arbres, comme l'ISRA, le MONASTIRA et d'autres. Il y a ces ONG qui sont là et qui contribuent efficacement à la production de ces arbres forestiers.
Allez-y. Ça, c'est juste un tableau de synthèse. Allez-y. Maintenant, par rapport aux recommandations, donc je l'ai aussi décliné sur différents points. Donc, du point de vue politique agricole, il faut reconnaître l'agroforesterie comme système de production. Oui, il faut que vous intégrez l'agroforesterie dans les documents stratégiques du secteur agricole. Il faut intégrer les modules obligatoires d'agroforesterie dans les curricula des écoles d'agriculture et de formation. Il faut renforcer les services de conseil agro-silvopastoral dans les zones durant les agents polyvalents. Il faut mettre en place des subventions ciblées pour les agriculteurs, les agroforestiers, donc dans le cadre de mettre à leur disposition des semences, des clôtures, mais aussi des outils qui vont les faciliter de faire l'occupation pratique. Il faut introduire les produits agroforestiers dans les filières de valeur soutenues par l'État. Allez-y. Donc, du point de vue environnemental, il faut réviser le code forestier pour sécuriser les droits des producteurs sur les arbres plantés pour au moins se régénérer certaines terres. Il faut établir une relation entre gestion forestière communautaire et pratique agroforestière. C'est très important. Il faut intégrer pleinement l'agroforesterie dans la mise en œuvre des stratégies nationales, comme au niveau des politiques agroécologiques, au niveau des stratégies nationales de climat, mais aussi au niveau des stratégies de lutte contre la dégradation des terres. Il faut développer des indicateurs de suivi et la couverture arborée pour certains services écosystémiques. Allez-y. Donc, du point de vue foncier, il faut une sécurisation foncière des agroforestiers. Il faut modifier la législation foncière pour garantir aux producteurs les droits sur les arbres agroforestiers, y compris ceux issus de la rénovation naturelle assistée. Il faut intégrer l'art dans les plans d'aménagement de gestion forestière à l'échelle communale et assurer une gestion inclusive et participative. Vous ne pouvez pas faire certaines pratiques sans ne pas inclure la population, parce qu'eux, ils constituent en tout cas l'élément clé dans certaines décisions. Il faut appuyer la création de comités de gestion agroforestière qui vont regrouper les parties prenantes, les producteurs, les éleveurs, tout ce qui est comme chef de production. Et enfin, ça c'est la synthèse aussi de ces différentes recommandations. Intégrer pleinement l'agroforesterie dans les produits agricoles nationaux, renforcer les capacités techniques de producteurs, assurer la sécurisation foncière des terres agroforestières, développer des chaînes de valeur des produits agroforestiers et encourager la recherche participative et la capitalisation des savoirs locaux.